Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Guylain David Sidbon, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors vous êtes économiste, expert comptable, commissaire aux comptes. Vous avez conseillé beaucoup de, on va pas dire de têtes couronnées, mais en tout cas de politique, d'hommes politiques. Et aujourd'hui, vous êtes en Israël depuis 2007. Voilà, vous n'êtes pas là pour parler d'économie ni d'expertise comptable, pas du tout, mais vous êtes là pour parler de votre passion, de ce qui vous anime aujourd'hui, c'est-à-dire la littérature et plus précisément un livre que j'ai là. Voilà, les carnets de clandestinité de Moshe Flinker. Alors pourquoi ? Parce que vous l'avez traduit, tout simplement. Tout à fait. Et c'est une première, parce que ça n'existait pas en français en tout cas. Non, c'est effectivement la première fois. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous avez eu un coup de cœur pour ce livre, un coup de cœur que vous portez depuis de nombreuses années, on va dire ? Oui, effectivement, c'est un coup de cœur que j'ai eu il y a maintenant plus de 40 ans. C'était mon premier déplacement professionnel de longue durée avec ma famille à New York. Et j'ai découvert dans une petite librairie du Lower East Side la version anglaise de ce qui s'appelait Young Moshe Diary, le journal du jeune Moshe. Et c'est ce livre-là qui m'a bouleversé, qui m'a scotché, et qui me poursuit depuis cette époque-là. Pourquoi vous a bouleversé à ce point ? Alors, c'est l'histoire d'un jeune homme, on va le dire très brièvement, jeune homme, Moshe Flinker, qui fuit les Pays-Bas avec ses parents pour se soustraire aux persécutions nazies, voilà, et qui écrit son journal, en gros. Oui, je crois que c'est parce qu'il était au carrefour de plusieurs choses. C'était un jeune homme qui vivait une période de persécution. Et il a essayé de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il a tenu un journal comme tiennent souvent des jeunes de son âge. Oui, ça nous rappelle forcément, ça nous rappelle Anne Frank forcément, oui, parce que c'est un peu bien entendu, la même chose. Oui, voilà, tout à fait. Et il est né en Hollande comme elle, il a à peu près le même âge, donc il y a des points de convergence entre les deux. Mais il était religieux. Alors, ce sont des termes qui sont un petit peu galvaudés, c'est difficile à dire. Religieux, orthodoxe. Observant de la fin, on va dire. Craignant Dieu, mais en tout cas, d'une foi profonde. Et c'est une foi profonde et tout à fait informée, parce qu'il a reçu une éducation juive dès son plus jeune âge. Il a appris l'hébreu, il a appris la Torah, la Mishnah, la Gemara, et suffisamment d'hébreu pour faire son discours de Bar Mitzvah dans cette langue-là, donc en 1939, ce qui est quand même assez exceptionnel. Il écrit en hébreu, on voit la page du journal, une des pages du journal derrière vous, en hébreu, en arabe, même en français. Exactement. Bien sûr, en hollandais, enfin, il est très érudit, en néerlandais. Polyglotte et érudit. Et je pense que c'est ce qui m'a le plus touché. C'est sa foi profonde, doublée d'une grande connaissance, d'une grande attention à ce qui se passait autour de lui. Il suivait très précisément ce qui se passait sur tous les fronts de la guerre. Il savait exactement où étaient les batailles entre les Russes et les Allemands. Il écoutait la radio, il lisait les journaux. C'est-à-dire que pour vous, c'était la première fois que vous voyiez en un seul bloc, on va dire, érudition profane et érudition religieuse, c'est ça ? Tout à fait, oui. Je crois que c'est ça qui est assez... qui était troublant pour vous. Alors, le ton prophétique qu'il a quelquefois, il n'hésite pas à interpeller Dieu, à lui poser la question de pourquoi ces souffrances, jusqu'à quand et qu'est-ce que nous allons devenir. Il est à la fois théologien, en quelque sorte, pour un enfant de 16 ans, on peut dire, mais aussi historien, analyste politique, et même talmudiste et poète. Donc ça fait quand même beaucoup de choses à la fois. Et alors, il y a peut-être des facteurs psychologiques sur lesquels je m'interdis de... En tout cas, vous l'avez lu quand même une centaine de fois, ce journal. Voilà. Donc ça paraît quand même, c'est vraiment plus qu'un coup de cœur, ça fait partie de vous. Et la 100e fois est aussi émouvante que la première.
Ouais, c'est ça qui est fou. Alors, ce qui est étonnant, c'est que il y a eu déjà une première traduction, en tout cas en hébreu, une première publication, on va dire, par Yad Vashem. Voilà. Mais il n'y avait pas de traduction en français. Non. Et ça a été une vraie saga pour le traduire. Oui, la traduction en elle-même n'a pas été une saga. Je pense que ce qui a été une saga, c'était la quête. Voilà. C'est-à-dire que il a fallu aller à la recherche du manuscrit, à la recherche des sources. Bien entendu, j'ai commencé par Yad Vashem, mais je me suis vite aperçu... Il y avait 4 carnets, là, on les voit en photo, donc c'est ça qu'il faut expliquer. C'est le carnet marron, en fait, qui fait l'objet de la traduction de Yad Vashem. Mais vous, ce qui est tout à fait particulier, c'est dans ce livre-là, qui est avec moi sur la table, c'est les quatre carnets qui sont traduits intégralement dans le livre, dans votre livre. Ce qui est dans le cahier marron, c'est le journal tenu dans l'ordre chronologique. On va les revoir peut-être, voilà. Et ce qui est dans les 3 autres cahiers, ce sont différentes choses, des textes de la Bible, des chants religieux, des piyutim, mais aussi des réflexions personnelles, des poèmes. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai effectivement traduit tout ce que Moshe Flinker a écrit dans chacun de ces 3 cahiers, et je les ai publiés de cette manière-là, c'est-à-dire cahier par cahier, alors que dans l'édition originale de Yad Vashem, on ne distinguait pas les différents cahiers entre eux. On appelait cela texte extérieur, et donc on n'avait pas la totalité de ce qui a été aujourd'hui traduit, y compris certains textes comme... le texte qui est à l'image. Alors, Ghislain David Sidbon, Moshe Flinker n'est pas revenu de déportation. Je crois qu'il est mort à Bergen-Belsen. Oui. On en sait un petit peu plus sur lui ? Alors, oui, en quelques mots, si vous voulez. Il est né en 1926 à La Haye. Ses parents étaient d'origine polonaise. Son père était proche de la chassidut de Gour. C'était aussi un homme d'affaires très brillant, qui a très bien réussi, et heureusement, parce que c'est ce qui lui a permis de faire vivre sa famille pendant 2 ans, réfugié à Bruxelles, sans avoir besoin de travailler. Et ils ont donc vécu à La Haye jusqu'en 1942, jusqu'au moment où la famille a reçu la convocation à se rendre à la gare pour finalement être déportés. Ils n'ont pas été. Ils n'ont pas été déportés, ils ont pu s'enfuir par différentes péripéties, à travers différentes péripéties, arriver à Bruxelles, donc en septembre-octobre 1942, et là, vivre sous une fausse identité, achetée, vous l'imaginez, à prix d'or, avec bakchiche à des intermédiaires véreux, mais il n'y avait pas d'autre solution. Et c'est comme ça qu'on peut voir une photo de Moshe Flinker à Bruxelles avec sa sœur qui ne porte pas l'étoile jaune, puisqu'ils ne sont pas officiellement juifs. Ouais, mais, ils sont passés pour des protestants. Mais ils restent, bien entendu, très pratiquants. Ils restent dans ce qu'on appelle les 4 coudées de la halacha. Et c'est en quelque sorte des maranes du XXe siècle. Oui, mais ils se font découvrir aussi, je crois, un veille de Pessah. Bien qu'ils se disaient protestants, mais il y avait les matzot, il y avait la cuisine qui se préparait, donc ça les a trahis. Donc les sœurs sont revenues. Oui, lorsqu'il a été arrêté sur dénonciation, il se trouvait chez lui, à la maison, avec sa mère et 2 de ses sœurs, enfin ses 2 sœurs aînées, et ils ont été arrêtés, comme vous l'avez dit tout à l'heure, effectivement, alors que c'était la veille de Pessah, qu'il était difficile de donner le change pendant plus de 5 minutes en disant « mais nous ne sommes pas juifs, nous sommes protestants ». C'était impossible de faire de mentir plus de 5 minutes. Ils ont été arrêtés. Le père et les autres enfants, les 4 autres enfants, ont miraculeusement échappé à l'arrestation parce qu'ils étaient aux bains municipaux. Ils étaient sur le retour des bains municipaux et ils ont été prévenus par la patronne du bar qui se trouvait au pied de l'immeuble où ils habitaient, qui a fait des grands signes au père en lui disant « mais il faut partir ». Très vite, la Gestapo est chez vous. Le père a eu le temps de mettre à l'abri ses enfants dans un orphelinat. Il a été lui-même arrêté dans des circonstances que j'ignore. Il a rejoint sa famille, enfin sa femme et ses 3 enfants à Malines. Et c'est de Malines qu'ils ont été déportés. Le Drancy belge. Juif, le Drancy belge. Oui.
En Belgique, et ils ont été tout à fait. déportés par l'avant-dernier convoi qui a quitté Malines le 19 mai 1944. La mer, malheureusement, a été gazée immédiatement. Les 2 sœurs ont été envoyées en camp de travail et elles reviendront. Mais Moshe, qui miraculeusement a pu rester avec son père jusqu'à la fin, ne reviendra pas, ni son père. Et très probablement, ils vont mourir du typhus à Bergen-Belsen entre janvier et mars 1945. Donc pas très longtemps avant la libération, quelques jours avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce livre ? Qu'est-ce que les jeunes générations, voilà, qui pourraient avoir ce livre entre les mains, le commander, tout simplement, pourraient retenir ? Qu'est-ce que ça peut nous apporter aujourd'hui, à la lueur de tout ce que nous sommes en train de vivre ? Parce qu'il y a beaucoup de réflexions philosophiques dans ce livre. Eh bien, je pense que ce que les jeunes générations retiendront, c'est cette alliance entre la foi profonde et un amour immense pour le peuple juif, pour Dieu et pour la terre d'Israël. Si vous voulez, je peux vous lire un court poème. Avec plaisir, allez-y. Je peux le lire, si vous voulez, en hébreu et ensuite en français. Lisez-le en français, peut-être, parce qu'il y a plein de gens qui ne vont pas comprendre. Je peux le lire en français directement. Allez-y, alors je vous le donne. 2000 ans d'exil, 2000 ans de souffrance, 2000 ans d'attente d'une délivrance qui n'arrive pas, 2000 ans d'errance, 2000 ans d'incessants déplacements, 2000 ans d'espoir d'une délivrance qui tarde. En cette année du XXe siècle, nous voici debout, espérant en notre Dieu salvateur. Oui, tu es notre Dieu et tu nous sauveras. Oui, tu es notre Dieu et tu nous délivreras. Tu nous as oubliés, tu te souviendras. Tu nous as négligés, tu nous reviendras. Tu nous reviendras, tu nous feras revenir vers toi, tu nous prendras en pitié, tu déverseras sur nous ta grâce, tu nous replanteras sur notre terre et tu reconstruiras notre héritage. Un joli message de ce jeune Moshe Flinker. Alors, évidemment, on peut le trouver sur Amazon, j'imagine ? Oui. Voilà, oui, tout à fait. Donc ça c'est le plus simple. Et puis on peut aussi peut-être rentrer en contact avec vous si on veut en savoir un petit peu plus. Bien entendu. Peut-être sur Facebook. Oui. Et ben voilà, Guylain David Sidbon, je vous donne son nom. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous et de découvrir cette personnalité qui apparemment vous est très proche. Tout à fait. Voilà, sans l'avoir connue, mais c'est ça la magie de la littérature. Tout à fait. Merci beaucoup et à très bientôt. À bientôt. Ciao. Au revoir. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.